Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un exercice très original et on n'utilise pas la méthode usuelle pour déterminer la nature d'une série dans cet exercice, ce qui fait que les gens qui ont bien bachoté sur des exos de référence, et ben ça va les mettre en difficulté. Et donc sans plus attendre, on va commencer par la question 1, donc qui est la nature de un alpha en fonction de alpha, avec un alpha qui est cette intégrale là, donc une intégrale qui ressemble beaucoup à l'intégrale de Wallis, mais à ceci près qu'il y a un sinus puissance alpha qui traîne. Et ensuite, ce sera des questions de calcul. Bon, elles étaient dans le sujet, mais je vois pas trop à quoi elles servent, mais on va quand même les faire. Et voilà. Donc pour la question 1, pourquoi j'ai dit que que ça allait piéger les bons élèves? Parce que quand on demande une nature de série, eh ben, ce qui est classique, c'est d'essayer de trouver un équivalent de un alpha quand n tend vers plus l'infini. Et là, ce qu'on pourrait se dire, puisqu'on est un bon élève, c'est qu'on reconnaît, quand alpha égale à 0, l'intégrale de Wallis. Donc on veut se dire, pour alpha égale 0, bah, un de 0, ça va être équivalent à 1 sur racine de n. Ou plutôt, mais en gros, je me souviens plus exactement de c'est quoi la constante, mais c'est équivalent à k sur racine de n. Et si vous voulez plus de précision sur ça, j'ai fait une vidéo qui portait là-dessus. C'est la vidéo où on montre la formule de Stirling. Donc je vous la mets dans la description. En fait, c'est la dernière étape pour la démonstration de la formule de Stirling. Mais en gros, si on se souvient de ça, vu que ça c'est un truc que normalement on connaît si on a fait plein d'exercices, et ben on peut essayer de trouver un équivalent pour les autres valeurs de alpha. Euh, et, euh, et si on essaie de faire ça, ça va pas fonctionner du tout. Vous pouvez essayer. Déjà, là tout ce qu'on peut dire, c'est que pour alpha égale 0, et ben comme c'est équivalent à k sur racine de n, et ben on voit bien que la série va diverger par le critère de Riemann. Alors comment on peut faire pour faire cet exercice? Eh bien, il va tout simplement falloir utiliser le fait que quand c'est positif, on peut intervertir le signe somme et le signe intégral, et on a une égalité dans R bar. Donc je vais être plus explicite, mais ce que ça veut dire, c'est que je peux d'ores et déjà calculer la somme pour n allant de 0 à plus infini de un alpha, qui est n allant de 0 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance alpha fois cosinus de puissance n de t dt. Et ça, je peux directement calculer ce truc en fait. Pourquoi? Et ben parce que ce qui est à l'intérieur, ce que j'entoure, ben c'est une quantité positive. Donc au pire, si ça diverge, j'aurai plus infini. J'aurai que c'est égal à plus infini. Et il y a un théorème du cours qui nous permet, quand on a une intégrale et une somme infinie, une série, quand l'intérieur est positif, et ben je peux retourner les deux. Et au pire, si ça diverge, j'aurai une égalité plus l'infini égale plus l'infini. Et donc c'est parfait, parce que là, on n'aura que la série converge, si et seulement si, et bien ce qu'on va avoir ici est une intégrale finie. Une intégrale qui n'est pas égale à plus l'infini, vu qu'on a des valeurs positives. Donc je peux en fait intervertir le signe somme et le signe intégral. Donc ça c'est un théorème admis dans le cours, mais si vous vous demandez vraiment d'où ça vient, en fait ça vient du théorème de convergence monotone, qui est le fait que je peux intervertir limite et intégrale lorsque les fonctions sont croissantes. Mais c'est un certain type de croissance. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien Wikipédia dans la description, c'est très intéressant, et voir comment ça implique le fait qu'on puisse bien échanger toujours somme et intégrale quand on a des fonctions positives dans la somme ou dans l'intégrale. Voilà, donc, et là, on est très content parce qu'on reconnaît, déjà, ça, on peut le faire sortir de la somme, vu que ça ne dépend pas de n, mais on reconnaît une somme géométrique, et c'est magnifique. Donc, ça nous permet de nous débarrasser de la somme en la calculant tout simplement. Donc, les sommes géométriques, je rappelle, c'est le premier terme, donc là, c'est 0 puissance, enfin, c'est parce que c'est cosinus puissance 0, moins le terme qui suit le dernier, donc là, c'est moins 0, sur 1 moins la raison, donc 1 moins cosinus de t, dt. Et donc, finalement, on a bien que la somme pour n allant de 0 à plus infini de un alpha est égale à 0 à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance alpha sur 1 moins cosinus de t. Et ça, c'est une égalité qui est tout le temps vraie. Et parfois, cette égalité, pour certaines valeurs de alpha, elle nous donne juste infini égal à l'infini, mais ça, c'est les cas où ça diverge. Donc les cas où ça converge, c'est les cas où cette intégrale-là est finie.
Donc en fait, une reformulation de notre problème, ce serait que UN, la somme des UN alpha converge est équivalent au fait que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance alpha, ah oui d'ailleurs j'ai oublié le t, de t sur 1 moins cos t dt converge. Donc que cette intégrale ne soit pas égale à plus l'infini. Et c'est exactement ce qu'on va essayer d'exploiter. On va essayer de voir pour quelle valeur de alpha on aura que ça, c'est pas égal à plus l'infini. Parce que si vous regardez bien, cette intégrale est en fait une intégrale impropre. Parce qu'en 0, il se passe des bêtises en fait. Parce que 1 moins cosinus de t, ça vaut 0 en 0. Donc techniquement, on divise par 0 autour de. Enfin, quand on est en 0. Donc c'est pas une intégrale de 0 à pi sur 2 ouvert, enfin fermé, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 où on prend pas le 0. Ce qui fait qu'il y a des fois où ça va être fini et des fois où ça va être infini. Et en plus, notre alpha, bon, il n'y a pas de problème pour alpha vu que le alpha est supposé positif, mais sinon il y aurait eu un problème si on avait pris alpha supposé négatif. Donc on va essayer de se dépatouiller avec ça. Bon, il y a une astuce. Là, l'astuce n'est pas vraiment nécessaire dans la question 1. Soit vous ne voyez pas l'astuce, vous faites un équivalent de 1 moins cosinus de t autour de 0 et vous allez très bien vous en sortir. Soit vous voyez l'astuce et vous allez bien réussir la question 2. Parce que sans l'astuce à la question 2, les calculs sont vraiment horribles. Il faut utiliser les règles de Bioche et tout ça. C'est vraiment pas ouf. Mais je vous invite à essayer la question 2 sans l'astuce que je vais vous montrer. Donc l'astuce, ça va tout simplement être de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué. Voilà. C'est assez utile d'y penser, surtout quand on a au dénominateur un moins quelque chose. Avec le quelque chose, ça peut être une racine, ça peut être un cosinus. Bon là c'est un cosinus, donc je vais juste multiplier en haut et en bas par cosinus. Enfin 1 plus cosinus. Et 1 moins cosinus fois 1 plus cosinus, ça fait 1 moins cos carré, et donc ça fait sinus carré. Donc, si je divise sinus puissance alpha par sinus carré, ça me fait sinus puissance alpha moins 2. Et donc ça, comme je me mets au voisinage de l'impropreté, donc autour de t égale 0, parce que là, alpha moins 2 peut être négative, et donc il peut y avoir des problèmes. Donc sinus puissance alpha moins 2 de t, c'est équivalent à t puissance alpha moins 2. Pourquoi tout simplement parce que sinus de t c'est équivalent à t, et je peux mettre un équivalent à une puissance à condition qu'elle soit constante. Sinon il peut y avoir des problèmes. Et donc ça, c'est d'intégrale convergente, donc je vais noter ça ICV, même s'il faudra bien expliquer si vous utilisez des abréviations, surtout que celle-là elle n'est pas standard. Donc ça c'est ICV, d'intégrale convergente. Ce que je préfère c'est le voir comme un 1 sur t puissance quelque chose, parce que c'est dans le cas où on a 2 moins alpha qui est positif que ça nous posera un problème. Si 2 moins alpha est négatif, ça veut dire que alpha moins 2 est positif, et donc on a juste t puissance quelque chose de positif, et ça c'est d'intégrale convergence autour de 0 toujours. Donc, et ça j'aime bien le voir dans le sens où quand on est au voisinage de plus infini, ça c'est d'intégrale convergente quand c'est très grand, enfin très grand devant 1, enfin même pas quand c'est plus grand strictement que 1, et c'est d'intégrale convergente au voisinage de 0 quand du coup c'est le contraire, quand c'est petit devant 1, donc strictement plus petit que 1. Donc ça équivaut, je vais écrire ça, c'est si et seulement si, ça ICV, donc ça c'est d'intégrale convergente, si et seulement si, 2 moins alpha est plus petit que 1. Et donc ça veut dire que alpha est plus grand que 2, est plus grand que 1, pardon. Voilà, donc on a la condition nécessaire et suffisante. Cette intégrale est convergente si et seulement si alpha est plus grand que 1, strictement bien sûr. Pour la question 2, et ben c'est là que ça va être très utile d'avoir fait notre petite astuce, parce que la question 2 c'est tout simplement de dire que la somme des UN alpha, on avait vu qu'on avait tout le temps l'égalité, du moins là où c'était défini, que c'était l'intégrale de 0 à pi sur 2. Et quand c'est pas défini, c'est égal à plus infini des deux côtés, donc ça pose pas de problème. Mais on a toujours l'égalité que c'est égal à sinus puissance alpha sur 1 moins cosinus de t.
Et en fait, les règles de Bioche, elles nous disent que ça, c'est toujours, on peut toujours trouver une solution pour intégrer ça. C'est ça que les règles de Bioche, elles nous disent. Mais là, on est dans le cas le plus embêtant des règles de Bioche, c'est là où rien ne marche. Et donc, il faut poser le changement de variable u égale tangente de t sur 2. Et ça vous donne des calculs d'intégrale de fraction rationnelle assez horribles. Ce que vous devrez faire si vous n'avez pas eu l'astuce qu'on a vue avant. Mais comme on a l'astuce, et ben ça, on sait que c'est tout simplement égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance alpha moins 2 dt. Et voilà, maintenant qu'on a l'astuce, on peut calculer ça de manière hyper simple. Ah oui, et bien sûr, il ne faut pas oublier le 1 plus cosinus de t, que je vais mettre ici. Voilà. Alors comment on va faire pour calculer ça? Donc il faut la calculer pour la question 2, on nous le disait, de le calculer pour alpha égale 2 et alpha égale 3, donc c'est parti. Pour alpha égale 2, et ben, ça va annuler le sinus, donc ça va juste faire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 plus cosinus. Alors je vais essayer de ne pas me tromper, parce qu'en général quand on fait des calculs basiques c'est là qu'on se trompe. Donc l'intégrale de 1 ça fait pi sur 2, et l'intégrale de cosinus de t sur un quart de période. Donc sur une demi-période je sais que ça fait 2, donc sur un quart de période ça va faire 1. Voilà. Donc, vous me direz si je me trompe. Pour alpha égale 3, on a l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 plus cos t, 1 plus cos t fois sinus de t. Donc 1 plus cos t fois sinus de t dt. Ok, donc on va avoir l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t, donc c'est sur un quart de période, donc ça devrait faire 1. Et on a l'intégrale de sinus de 0 à pi sur 2 de cos t sinus t, donc ça va être compliqué, il va falloir utiliser des formules de Trigo. Donc ça nous fait cos t fois sinus t, ça nous fait normalement 1 demi de sinus de 2 fois t, si je ne me trompe pas. Vous me direz. Et donc dt. Et donc ça, si je ne me trompe pas, donc c'est l'intégrale sur une demi-période de sinus. Voilà, donc là on va faire un changement de variable rapide. On va tout mettre sur 4. Et donc là, dans le dt, on aura en fait un d de t. Ce qui est parfait, parce que ça, c'est comme intégrer un quart de, pour 2t qui varie de 0 à pi, de sinus de 2t, que j'ai appelé u. Et donc ça nous fait une intégrale sur une demi-période, ça fait 2. Donc ça fait 1 plus 1 demi. Donc ça fait 3 demi. Donc les résultats de la question 2, c'est respectivement pi sur 2 plus 1 et 3 demi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.